Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans la vie d'une bastide historique du sud-ouest, castillonnaise. Et on va faire ça via son journal local. Oui, le Tambour de Castillonnaise. On a là le numéro 7, celui d'octobre 2025. Exactement. Alors, c'est quoi exactement ce journal ? C'est une publication assez intéressante en fait. C'est un mensuel, et il est gratuit. C'est l'association Patrimoine Vivant de Castillonnaise qui l'édite. D'accord. Et leur démarche, elle est pas banale. Ils fouillent le passé de la ville, tu vois, archives, terrain, la mémoire des anciens. Classique pour du patrimoine ? Oui, mais pas seulement, pour faire une rétrospective. Le but, c'est vraiment d'éclairer le présent, de comprendre comment la ville change, ses forces, son potentiel caché parfois. Une sorte de pont entre hier et aujourd'hui alors ? C'est ça, exactement. Et pour ceux qui seraient dans le coin, on précise que ce journal, on le trouve gratuitement un peu partout dans les commerces de Castillonnaise. Oui, c'est important de le dire. Facile d'accès. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de feuilleter ensemble ce numéro d'octobre et de voir ce qu'il y a dedans. Allons-y. On commence logiquement par l'édito. Il est signé Jean-Louis de Biasy, c'est le président de l'asso, et le titre, j'aime bien, « Héritier d'une ville, bâtisseur d'un avenir Ah oui, ça donne le ton tout de suite. Ça résume bien l'esprit, je trouve. ». Carrément. Cet édito, il revient d'abord sur le succès des Journées du patrimoine, qui ont eu lieu récemment. Il y avait une expo, une projection d'un film sur Castillonnaise dans les années 50. Ah, sympa, ça a dû plaire ça ? Ça a dû plaire. Visiblement, oui, il y a eu du monde. Mais au-delà des remerciements, il y a une vraie réflexion de fond derrière. Oui, j'ai noté ça aussi. L'idée forte, c'est que pour construire un avenir solide, faut savoir d'où on vient, connaître les fondations, comme il dit. Exactement. Pour éviter de construire au pif, en suivant juste les modes du moment. Ce serait pas très solide. C'est clair. C'est une façon de souligner l'importance de la mémoire collective, en fait. Et il fait le lien direct avec un gros article du numéro, celui sur l'histoire de la mairie. Il l'appelle la maison commune. Maison commune, j'aime bien l'expression. Oui, c'est pas anodin. C'est le lieu de tous, où on est censé œuvrer pour le bien commun. Il évoque aussi les anciens, les consuls, les jurats d'avant la Révolution, leur dévouement. Un rappel des responsabilités, en quelque sorte. Il parle aussi des traces du passé qui sont là tout autour, même si on n'y fait plus attention. C'est ça. Et il mentionne même la Toussaint qui approche, comme un moment pour penser à ses ancêtres, mais aussi pour réfléchir à ce que nous on fait de cet héritage, à la dignité de nos propres actions. C'est profond, en fait. Oui, et ce qui est bien avec cet édito, c'est qu'il pose vraiment le cadre du journal. Le patrimoine, c'est pas juste des vieilles pierres figées, c'est une ressource vivante pour aujourd'hui et pour demain. Ça donne envie de lire la suite, alors ? Tout à fait. Ça donne une perspective. Alors, allons-y. Plongeons dans cette histoire locale avec l'article principal, l'histoire emblématique de la maison commune. Et apparemment, cette maison commune, elle a pas mal vadrouillé. Ah ça, oui, on peut dire ça. C'est ce qui frappe tout de suite. Au début, elle était un peu nomade, cette mairie. L'article retrace ce parcours assez mouvementé. Ça commence en pleine Révolution 179. D'accord. Le conseil municipal s'installe rue des Vallées, dans une maison qui avait été confisquée. Un bien national, comme on disait. Ah oui, pris à l'église ou à des nobles. C'est ça. Et apparemment, à l'époque, on y logeait même des prisonniers espagnols. Ambiance. Un peu précaire, quoi. Et ça dure pas. Non, pas longtemps. En 1798, les anciens proprios récupèrent leurs biens. Donc, déménagement, direction rue de la Fraternité, qui est aujourd'hui la rue de la Paix. Deuxième adresse. Oui, dans un bâtiment qui appartenait avant à l'abbaye de Cadouin. Mais là encore, c'est pas définitif. 2 ans plus tard, un aubergiste rachète la maison. Encore un déménagement. C'est fou. 3e essai en 1800. On investit l'ancien presbytère à l'angle de la Grand-Rue et de la rue des Anciens Combattants. Et là, la commune obtient l'autorisation d'y mettre ses bureaux, mais aussi la justice de paix, la prison et même l'instituteur. Tout en un. Ça devait être animé. On imagine. Mais, nouvelle tuile, le Concordat de 1801. L'accord entre Napoléon et le pape. Normalement, le bâtiment doit revenir au curé. Ah, donc cohabitation forcée. Exactement. Une cohabitation assez tendue entre la mairie et la cure, qui dure quand même jusqu'en 1835. Et ça finit comment ? Ça finit par un conflit ouvert en 1842. Le curé demande un loyer et la commune, pour régler le problème, finit par acheter un autre presbytère pour le curé. Ah, c'est malin. Ça montre bien les combines et les difficultés de l'époque pour loger les nouvelles institutions.
Tout à fait. Et puis, les locaux étaient devenus vétustes, donc en 1849, décision est prise, on construit un vrai hôtel de ville au même endroit. Il est fini en 1852, Construit par des gens du coin. oui, pour 6 000 francs de l'époque, par des artisans locaux. L'article décrit même comment c'était agencé. Au rez-de-chaussée, il y avait les services, la sécurité, le logement de la paritaire, la prison, le fameux violon. Le violent, oui. Et puis au fil du temps, le télégraphe s'y installe, la perception, et même une bibliothèque populaire en 1909. L'étage, c'était plutôt l'administration, la justice, et les combles pour loger le commissaire et le garde champêtre. Un vrai petit centre névralgique de la vie locale. Mais l'histoire n'est pas finie, si j'ai bien compris. Non. Dernière étape, et c'est un retour aux sources en quelque sorte, dans les années 1980. Ah oui, La municipalité achète et restaure l'ancienne maison abbatiale, place des Cornières, en plein cœur de la Bastide. ah, le bâtiment historique sous les arcades. Précisément, un bâtiment qui date de 1265 environ, construit par les moines de Cadouin, est restauré une première fois en 1607. Et c'est là que se trouve la mairie aujourd'hui. L'article parle même de vestiges architecturaux, c'est ça? Des arches, des fresques? Oui, des arches d'une ancienne chapelle, des traces de fresques possibles. D'ailleurs, il y a des illustrations, une photo de la restauration de ce bâtiment et un plan de 1751 qui montre les 5 endroits où la mairie a été. C'est passionnant, ce jeu de pistes. Mais au-delà de l'anecdote de tous ces déménagements, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Si on prend un peu de recul, cette histoire mouvementée, elle souligne un truc crucial, la fragilité de la mémoire et l'importance de bien garder les archives. Ah oui, Pourquoi? parce que l'article raconte une anecdote assez incroyable à ce sujet. En 1957, le maire de l'époque, un certain Monsieur Orr, trouve par hasard dans le grenier de la mairie un registre. Oui? Un registre contenant les actes de la Jurade, l'ancêtre du conseil municipal sous l'Ancien Régime, pour la période 1607-1689. Un document énorme. Incroyable. Il avait survécu à quoi? Au déménagement, aux incendies? Apparemment oui, à un incendie et à tous les transferts, sauvés on ne sait trop comment par quelques personnes vigilantes. Sans ce coup de bol, toute une partie de l'histoire de la ville aurait disparu. Exactement, parce que la plupart des documents plus anciens, eux, ont été perdus. Donc c'est un peu un appel du pied cet article, pour qu'on protège ce patrimoine papier ou numérique. Comprendre ce parcours de la maison commune, c'est aussi comprendre comment la communauté s'est organisée, a évolué. C'est une belle leçon. Et cette idée des institutions locales, ça nous amène à un autre article super intéressant dans ce numéro, sous le signe du chaperon noir, symbole et pouvoir des consuls de Castillonnès. Là, on remonte encore plus loin. Oui, on part au XVe siècle. On explore comment la ville était gérée à l'époque par la Jurade. C'était comme un conseil municipal élargi avec 6 consuls et 24 jurats. D'accord, et ils faisaient quoi, ces consuls? L'article explique bien, ils étaient élus chaque année. Le premier consul gérait la milice, les clés de la ville, les archives. Le second s'occupait de la police locale, des marchés. Et il levait les impôts locaux, les tailles. Un rôle important. Mais c'était bénévole, non? Oui, une charge honorifique, pas de salaire. Le seul avantage, c'était d'être exempté d'impôts pendant leur année de mandat. D'accord. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cet article, c'est la description de leur tenue officielle. Parce que cet habit, c'était pas juste pour faire joli, c'était un symbole fort de leur pouvoir. Ah oui. Comment ils étaient habillés? Ils portaient une longue robe de laine noire. Noir. Pourquoi noir? L'article avance plusieurs hypothèses. Le noir, c'est la dignité, le sérieux, la réserve. Peut-être aussi un signe de moyens modestes, ou une influence de l'époque anglaise dans la région. Qui sait? Et par-dessus, une petite cape courte sur les épaules, la gaule. Et apparemment, c'était très réglementé, cette tenue. Il a même fallu une autorisation du roi Louis XI en 1472. Tout à fait, pour leur confirmer le droit de porter un habit semblable à celui des consuls d'Agen ou de Villeneuve, des villes plus importantes. Ça montre que c'était pas anodin. C'est clair. Et la pièce maîtresse de cet uniforme, c'était le chapeau. Le fameux chaperon médiéval. Ah, le chaperon. On imagine un peu, mais c'est quoi exactement? L'article le décrit bien. C'est un capuchon qui épouse la tête, avec un bourrelet rembourré autour, et surtout cette longue bande de tissu qui tombe, la liripipe. Et la liripipe, d'accord. À Castillonnès, il était en laine noire, peut-être doublé de bleu, et on ne le portait pas n'importe comment. La liripipe devait être sur l'épaule gauche. C'était codifié. Un vrai marqueur social, en fait, pas juste un accessoire. Exactement. Le signe d'appartenance à l'élite qui dirigeait la ville.
Et ce symbole, visiblement, il avait une importance énorme, même bien après le Moyen-Âge. Ah bon? Comment on sait ça? L'article raconte 2 anecdotes géniales. La première, c'est en 1628. Pour fêter la prise de La Rochelle par Louis XIII, un gros coup contre les protestants, les consuls de Castillonnès allument un feu de joie, en grande tenue, robe et chaperon. Une façon d'afficher leur loyauté au roi et à la religion catholique. Voilà. C'est une mise en scène du pouvoir local qui s'aligne sur le pouvoir royal. Et la deuxième anecdote est encore plus croustillante, disons. Ah ouais, raconte. Ça se passe en 1785, juste avant la Révolution. Grosse dispute en pleine église entre le procureur syndic, Lapère, qui était une sorte de représentant des habitants, et le second consul, Miséra. Une dispute sur quoi? Sur le chaperon, justement. Lapère voulait le porter pendant les cérémonies, et Miséra lui interdit fermement. Non, c'est réservé au consul en exercice. Une querelle de chiffonnier, presque. On pourrait croire. Mais ça va très loin. Lapère, vexé, écrit carrément au ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Vergennes. Carrément. Et alors? Et le ministre donne raison au consul, Miservie. Le chaperon, c'est pas pour tout le monde. Ça montre à quel point, même à cette époque, ce symbole restait un enjeu de pouvoir, de hiérarchie qu'on défendait bec et ongles. C'est fou. Mais qu'est-ce que ça nous apprend finalement, ces histoires d'habits et de disputes? Ce que ça montre, c'est que derrière ces détails, il y avait une société locale très vivante, très structurée, attachée à ses symboles, à ses traditions. Ces vêtements, c'était pas juste du folklore, ça faisait partie de l'ordre social. Et l'article suggère que de se reconnecter à ça, à l'idée du service public désintéressé, à ces symboles de cohésion, ça peut nourrir une certaine fierté civique aujourd'hui. On retrouve le lien avec l'édito, en fait. Comprendre le passé pour mieux vivre le présent. C'est exactement ça. Le journal fait vraiment ce travail de tissage entre les époques, entre les institutions, les symboles, mais aussi la vie de tous les jours. Justement, parlons-en, de la vie quotidienne. Le journal a aussi des rubriques plus légères, comme une recette de cuisine. Oui, et pas n'importe laquelle. La recette des merveilles. Ah, les merveilles. Les beignets du Sud-Ouest. C'est ça. Ces beignets tout fins, tout croustillants. On les appelle aussi oreillettes, bugnes. Le nom merveille, apparemment, ça date du XVIIIe siècle. Une recette de Mardi Gras, souvent. Et c'est une certaine Morissette qui la partage. On voit les ingrédients. Farine, œufs, sucre, huile, un peu de rhum. Tiens, même du ricard. Vanille, levure. Classique mais efficace. Les étapes sont simples, on pétrit, on laisse reposer, on étale très fin, on découpe, on fait frire, et hop, du sucre glace. Miam, ça donne faim rien que d'en parler. C'est sympa d'avoir ça aussi, le patrimoine culinaire. Oui, ça ancre le journal dans quelque chose de très concret, de très vivant. Et autre rubrique, pratique et historique. Les anciennes mesures. C'est vrai qu'on oublie, mais avant le système métrique, c'était un peu le bazar, non? Un peu, oui. Chaque coin avait ses habitudes. L'article le dit bien, même entre Castillonnès et Cahuzac, juste à côté, les mesures pour les terres n'étaient pas les mêmes. Ah oui. Et il donne des exemples? Oui, pour les liquides par exemple, la barrique faisait 228 litres, le pot un peu plus de 2 litres, la pinte un peu plus d'1 litre et la chopine un bon demi-litre. Pour le bois, on parlait en brasse ou en canne, avec des équivalences en ster qui pouvaient varier. Un vrai casse-tête si on n'était pas du coin. L'auteur dit en rigolant qu'on aimerait bien en voir revenir certaines, notamment pour les boissons. Petit clin d'œil. Ça nous rappelle un monde où tout était plus local, moins standardisé qu'aujourd'hui. C'est vrai. Une dernière chose à signaler pour ceux qui suivent le journal, la rubrique de fiction, l'histoire courte, elle n'est pas dans ce numéro d'octobre. Non, c'est exact. L'équipe du journal précise bien qu'elle reviendra dans le prochain numéro, celui de novembre 2025. Donc, un peu de patience pour la suite de l'histoire. D'accord, c'est noté. Bon, on a fait un bon tour, je crois, de ce numéro d'octobre 2025 du Tambour de Castillonnès. C'est varié. Oui, on est passé de l'histoire de la mairie et ses déménagements, au symbole du pouvoir des consuls, à des choses très quotidiennes comme la cuisine ou les vieilles mesures. Le tout lié par cette réflexion de l'édito sur l'héritage et l'avenir. C'est un très bel exemple de ce que peut faire un journal local quand il creuse vraiment l'histoire et la mémoire d'un lieu, pour aider à comprendre le présent. Et on le redit, c'est gratuit et facile à trouver dans les commerces de Castillonnès. Donc si l'occasion se présente, faut pas hésiter à le prendre pour découvrir tout ça plus en détail, et puis guetter le numéro de novembre. Peut-être, pour finir, une petite question qui reste en suspens. Tous ces récits du passé, l'histoire un peu chaotique de la mairie, ces querelles pour un chapéron,
Comment ça résonne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport, parfois compliqué, à nos institutions locales, à ce qui fait notre chez-nous commun? Ou même, qu'est-ce que ces vieilles recettes, ces mesures oubliées, révèlent sur la façon dont une identité locale continue d'exister ou de se transformer à l'heure où tout se ressemble un peu? Voilà, de quoi réfléchir un peu après avoir lu ce journal.